Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Justice pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet. Il s'agit de la détention préventive arbitraire. C'est un sujet dont nous avons déjà eu à parler, je crois plusieurs fois, mais nous y revenons aujourd'hui avec deux invités qui sont tous membres de la coalition congolaise contre la torture. Je cite Maître Emery Mutanda. Maître Emery, bonjour. Bonjour, madame. À côté de Maître Emery Mutanda, nous avons Maître Mardoché Mvoudila. Maître, bonjour. Bonjour, madame. Je rappelle que vous êtes tous deux membres de la coalition contre la torture. Oui. Et d'entrée des jeux, la coalition contre la torture existe depuis quelque temps en République démocratique du Congo. Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés? Merci beaucoup, madame, pour la question. La coalition contre la torture existe, ça fait beaucoup d'années en RDC. C'est depuis 2015 que la coalition existe. Nous avons des objectifs que nous poursuivons. L'objectif principal de la coalition contre la torture, c'est que nous contribuons à la prévention et à la lutte contre la torture en République démocratique du Congo. Alors, ensemble avec les partenaires techniques qui nous accompagnent, RCN Justice et Démocratie, dans le cadre du projet Restore 2, la deuxième phase du projet, nous sommes en train de mener plusieurs actions pour contribuer à la prévention et à la lutte contre la torture. Bien sûr, c'est difficile de ne pas, je peux dire, éradiquer tout d'un coup directement la torture, mais au moins il y a une réduction dans le cadre des activités que nous menons. Et aussi, nous veillons au respect des droits humains. Au respect des droits humains, c'est parmi les objectifs que la coalition contre la torture est en train de poursuivre. Maître Emery, vous avez d'autres objectifs à compléter? Non, je pense qu'il a été large dans ce qu'il a pu citer comme objectif de la coalition. Nous existons, nous sommes une coalition de organisations de la société civile. Nous poursuivons, entre autres, la lutte, n'est-ce pas, contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants qui se commettent dans les lieux de détention ou ailleurs. Notre coalition existe parce qu'il y a cette question de traitement inhumain infligé aux personnes dont la dignité est protégée par des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. Nous nous battons jours et nuits pour pouvoir mettre fin à cette pratique qui est déjà érigée en une infraction à part entière, la torture donc. Et voilà, depuis plusieurs années, nous nous battons pour que tout ce qui concerne les traitements qui ne préservent pas la dignité humaine puisse, n'est-ce pas, être éradiqué sur toute l'étendue de la République. Voilà. Au regard de vos différents objectifs, vous vous intéressez aussi à ce qui concerne la détention préventive abusive. Et en ce qui concerne cette détention, cette question, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ou bien identifier quelques principales causes de cette détention préventive abusive? Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que vous puissiez expliquer à tous ceux qui nous suivent, c'est déjà quoi la détention préventive abusive? Merci madame. Je pense que pour des raisons pédagogiques, s'il faut revenir à la question même de la détention préventive, qu'est-ce en droit? C'est une période de détention comprise entre la période de l'arrestation par un officier de police judiciaire jusqu'à la période où la personne reçoit une condamnation définitive par un jugement d'un tribunal compétent. Ça veut dire que c'est une période comprise pour un auteur de présumé de l'infraction, la période où on met la main sur lui, où il n'a plus la liberté de mouvement, jusqu'au jour où un juge compétent, par une décision judiciaire, le condamne et de manière définitive. Cette période est appelée en droit période de détention préventive. La période de détention préventive, c'est une période légale
est légitime. Mais quand est-ce que la détention devient abusive? C'est lorsque, d'abord, il faut reconnaître, il y a deux principes qui nous dirigent dans cette période de détention préventive. Le premier principe, c'est que la détention elle-même, c'est une exception. Mais le principe, c'est la liberté. La liberté, oui. Donc la liberté, c'est le principe, et l'exception, c'est la détention. C'est-à-dire, la personne est censée être en liberté. On ne peut arriver à mettre la main sur la personne, donc consacrer à la détention, que lorsque certaines conditions sont remplies. Et ces conditions sont aussi déterminées par la loi. Et le deuxième principe, c'est le principe de la présomption d'innocence. Ça veut dire toute personne arrêtée, avant qu'il ne soit condamné définitivement par un jugement définitif, est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Alors, qu'est-ce que l'on constate? On constate en pratique, dans le travail de monitoring que nous faisons au sein de la coalition, depuis plusieurs mois d'ailleurs, parce que nous faisons un monitoring dans les cachots, à la prison de Makala, prison de Ndulu, dans les cachots de la police. Nous nous rendons compte que les acteurs judiciaires impliqués, notamment les officiers de police judiciaire et les magistrats, officiers du ministère public, recourent excessivement à la question des détentions, en violant les deux principes consacrés par les droits congolais. Vous allez trouver des personnes qui, la loi parlait par exemple, la garde à vue, c'est 48 heures. Un officier de police judiciaire ne peut être détenu que pendant 48 heures. Mais généralement, ils vont au-delà. Vous allez trouver quelqu'un qui a fait une semaine en garde à vue. Voilà pourquoi on parle de la détention préventive abusive. Elle devient abusive parce que c'est au-delà du délai qui par les législateurs congolais. Allons dans le cadre de la détention opérée par l'officier du ministère public. Lorsque une personne est détenue, l'officier du ministère public a 5 jours de mandat d'arrêt provisoire. Après, pourra solliciter 15 jours pour l'ordonnance de confirmation, l'ordonnance de détention préventive. Après, il y aura 30 jours et 30 jours pour les ordonnances de confirmation. En somme, ces délais ne peuvent pas aller au-delà des 100 jours ou des 102 jours. Non, maintenant, on trouve dans la pratique, malheureusement, des personnes en détention préventive qui sont déjà au-delà de ce délai, qui peuvent aller jusqu'à 1 année. Il y a des gens qui sont là 1 année, il n'a jamais été présenté devant le juge naturel, il n'a jamais non plus recouvré la liberté. Alors, cette personne est dans quel état juridique? Voilà pourquoi nous dénonçons la détention préventive arbitraire. Pourquoi elle devient arbitraire? Parce que le recours au juge a été excessif en violant les principes qui protègent les droits des détenus, à savoir les principes de la liberté, dont l'exception est la détention, et les principes de la présomption d'innocence. C'est un peu de manière succincte de ce que la détention est, quand est-ce qu'elle devient abusive ou arbitraire. Voilà. Bien, merci, Maître Emery. On en vient maintenant aux principales causes de cette pratique de la détention préventive. Vous avez pu, dans le cadre de votre mission, de vos objectifs, relever quand même des causes à la base de cette pratique qui est pourtant décriée, une pratique qui est d'ailleurs à la base de la surpopulation au niveau de différentes prisons. Vous n'allez pas me dire le contraire. La prison des Makala, par exemple, en tout cas aujourd'hui, elle est remplie des personnes qui ne devaient pas se retrouver là. Est-ce qu'il y a quand même des causes que vous avez pu identifier? S'il y en a, quelles sont ces causes? Merci beaucoup, madame, pour la question. Exactement, il y a des causes qui sont à la base de tout ce qui est comme pratique que Maître Emery venait d'évoquer. Alors, dans le cadre des activités de notre coalition, nous avons identifié plusieurs causes qui sont à la base de toutes ces pratiques. Il y a par exemple le faible suivi
des autorités hiérarchiques par rapport aux juridictions inférieures. Vous allez constater que les procureurs généraux ont le devoir de faire un suivi régulier à ce qui concerne les activités des juridictions inférieures. Mais vous allez constater que sur le plan pratique, c'est un problème. Alors, lorsque nous descendons sur le terrain, c'est parmi les problèmes que nous rencontrons qui causent tout ce que nous venons d'évoquer ici, que Maître Emery venait d'évoquer. Vous allez constater aussi qu'il y a aussi l'irrégularité des inspections par rapport, par exemple, des cachots, de la prison. Il n'y a pas des inspections. Les magistrats inférieurs font ce qu'ils sont en mesure de faire, tout en sachant qu'il n'y a personne qui pourra me contrôler ou faire un suivi rigoureux pour que la situation puisse changer. Ce sont des cas que nous avons rencontrés lorsque nous descendons sur le terrain. Vous descendez une fois, c'est la même chose que vous trouvez. La seconde fois, c'est une situation qui ne change pas. Et il y a des cachots où nous sommes descendus, on nous dira que non, mais ici, ça fait 3 ans. Il n'y a même pas un magistrat qui passe par ici. Alors que c'est un travail que les magistrats devraient faire à tout moment. Vous allez voir que les autorités au niveau hiérarchique n'assurent pas un suivi rigoureux pour les changements des comportements des magistrats inférieurs par rapport à toutes ces pratiques. Que ce soit au niveau de la police ou au niveau du parquet, il n'y a pas un suivi. Et les cachots ou la prison centrale, il n'y a pas un contrôle. Vous venez de l'évoquer. La prison centrale a été conçue pour une capacité de 1500 personnes. Actuellement, nous sommes plus de 10 000 de la prison centrale de Makala. Et vous allez voir, il y a une surpopulation comme pas possible. On se pose la question, est-ce que les autorités voient ou pas? Est-ce qu'il y a un contrôle? Il y a des ceux qui sont arrêtés pour dette, qui sont là, en détention. 1 mois, il n'y a pas un contrôle. Donc c'est un problème. Et vous allez voir aussi, parmi les causes, il y a aussi le faible recyclage de magistrats inférieurs ou des OPJ. Nous sommes sur le terrain pendant plusieurs moments. Nous rencontrons des cas où il y a une autorité qui vous dira que non, mais tout ce que vous êtes en train de dire, moi j'ignore. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des autorités qui ignorent la loi par volonté ou par ignorance. Ça, c'est le point d'interrogation. Donc, ils ont vraiment besoin d'être recyclés, qu'il y ait des formations, qu'il y ait des renforcements des capacités pour permettre à ces autorités ou magistrats au niveau inférieur d'assimiler les choses et de bien faire le travail. Voilà un peu parmi les causes que nous pouvons évoquer. Donc il y a le faible suivi, il y a l'irrégularité des inspections des cachots et le faible recyclage des magistrats inférieurs. Maître Emery, je vais m'adresser à vous. Est-ce que je peux me permettre de dire aussi que parmi les différentes causes, on peut aussi citer l'ignorance d'abord de ces personnes-là qui sont interpellées? Exactement, madame. Je pense que l'ignorance des droits des détenus fait partie des causes de la détention préventive arbitraire. Parce que vous allez trouver des gens, on l'arrête de manière totalement arbitraire. Il est là, il est torturé en lieu de détention. Et à sa sortie, il vous dit, quand vous lui dites, voilà, vous avez été arrêté arbitrairement, vous avez été torturé, l'OPJ n'avait pas le droit de vous traiter comme tel. Il vous dit quoi? Il vous dit, non maître, moi, l'essentiel c'est que j'ai recouvert ma liberté. J'ai volé, on m'a tapé, on m'a administré le coup, on m'a soumis à la torture. Dieu merci, je suis dehors. Je ne peux pas revendiquer quoi que ce soit. Ça veut dire pour lui, le fait qu'il soit conscient qu'il a volé, qu'il a escroqué, qu'il a commis une infraction, il mérite d'être maltraité, il mérite d'être torturé, il mérite d'être détenu arbitrairement et de subir n'importe quel traitement. L'ignorance est à la base de la montée vertigineuse des cas
de détention préventive arbitraire dans nos lieux de détention. Parce que souvent, ce sont ceux qui ignorent ces droits qui passent par ce genre de traitements. Et donc, l'ignorance fait partie, évidemment, des causes de détention préventive arbitraire. Et même la personne qui est déjà détenue, on a passé à la vulgarisation. Notre coalition s'est mise à la vulgarisation chaque fois. On passe à des émissions télé comme on le fait. On fait des dépliants partout. On passe à la sensibilisation et des OPJ et de la population. Parce que c'est de part et d'autre. La plupart d'OPJ, mettre la soulever ici, la plupart d'OPJ ignorent la loi et la plupart aussi des détenus ignorent leurs droits. Ce qui fait que le taux de détention préventive arbitraire est en train d'augmenter presque chaque jour. Simplement parce qu'il y a l'ignorance des parts et d'autres. D'où la vulgarisation que nous faisons chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Voilà. Mais est-ce que la coalition contre la torture dont vous êtes membre mène quand même des actions ayant déjà répertorié les causes principales de ces détentions préventives, abusives? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées par vous en vue de lutter contre cette pratique? Merci pour la question. Exactement, madame. Exactement. C'est la raison d'être même de la coalition. Parce que nous sommes accompagnés par un partenaire dans le cadre du projet Restaurer, RCN Justice et Démocratie, qui nous accompagne pour mener les actions afin de contribuer au changement. Nous avons mené plusieurs actions. Le mois passé, la coalition, ensemble avec les partenaires RCN Justice et Démocratie, nous sommes allés voir les deux premiers présidents du DECOUR et les procureurs généraux pré-secours pour plaider par rapport à cette situation. Nous sommes allés voir ces deux autorités. Ce sont des autorités qui viennent nouvellement d'être installées. Et là, nous pensons qu'il y aura un changement. Lors des entretiens avec des autorités, les autorités ont promis parce que nous, lorsque nous menons des activités, nous avons un plaidoyer que nous faisons, un mémo que nous rédigeons dans le cadre du projet que nous soumettons aux autorités ciblées. Alors, les deux premiers présidents et les procureurs généraux pré-secours ont promis à ce que ils vont faire en sorte que la situation puisse changer. Par rapport à la cause que nous venons de citer ici, du faible suivi, les autorités ont promis de faire un suivi rigoureux pour un changement des mentalités des autorités inférieures, voire même par rapport à la capacitation des magistrats inférieurs ou des offices inférieurs. Les autorités ont promis de faire ces activités-là, des formations, des renforcements des capacités pour un changement, pour avoir un changement et s'attendre à un très bon résultat. Et là-dessus, nous pensons que nous aurons des résultats. Ce sont des autorités qui venaient nouvellement d'être installées, coopératives d'ailleurs. Nous remercions les autorités coopératives et nous sommes en train de nous attendre à un changement parce que les autorités ont pris cela à cœur pour changer cette situation. Maître Bardochet Mvoudila, je signale que vous intervenez en tant que chef du projet de la lutte contre la torture au sein de l'ONG Arche d'Alliance. Oui. Merci pour ces explications que vous avez apportées. Je veux me tourner encore une fois de plus vers Maître Emery. Maître Emery, vous êtes revenu sur les principales causes de la détention préventive abusive, mais est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques que vous avez relevés en tant que coalition contre la torture? Exactement, merci. Dans le cadre des monitoring dans les milieux carcéraux, notamment dans les Amigos et même à la prison centrale de Makala, nous avons relevé plusieurs problèmes
en rapport avec cette question de détention préventive. Par exemple, à la prison centrale de Makala, vous allez trouver des cas de détention préventive de 2 ans. 2 ans. 2 ans. Détenu préventif. Il n'a jamais été présenté en chambre de conseil. Le juge des tribunaux de paix, parce que ce sont les juges de paix qui sont les juges de détention, ils n'ont jamais régularisé la détention. Quelqu'un qui fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des cas de 4 ans. Détention préventive. Mais comment expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Madame, c'est cela le vrai problème. Les causes ont été épinglées supra par les confrères. Le problème, c'est il y a plusieurs causes. Nous avons cité faible inspection, faible implication des autorités hiérarchiques. Et il y a la question d'ignorance. Il y a la question des responsabilités des agents pénitentiaires. Parce que la récente loi sur l'administration pénitentiaire fait du directeur de prison un homme très important dans cette question de détention préventive. Lorsqu'il se rend compte que la condamnation a atteint ses limites, où la personne a purgé sa peine et que la détention commence à être arbitraire, il est signalé et déposer un acte. Malheureusement, la plupart d'agents pénitentiaires ne maîtrisent même pas cette disposition. Et on va trouver quelqu'un qui a été condamné à 2 ans de servitude pénale principale. Mais en prison, il a déjà 6 ans. 6 ans. Il a un bonus de 4 ans. Il a un bonus de 2 ans. Quelqu'un dont la condamnation expirait il y a 6 mois. Il est en prison. Et là, on attend que l'ordonnance, n'est-ce pas, aux fins d'emprisonnement, atteigne la prison. Et là, s'il n'y a pas d'argent pour motiver les greffiers qui pourraient, n'est-ce pas, amener cela en prison, ça pose problème. Il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour de cette question de détention préventive. Et on s'est dit, cette question mérite une attention soutenue, comme l'a dit le chef de projet général, de la part des nouvelles autorités. Parce que ce n'est pas normal qu'une personne ayant déjà consommé totalement sa peine puisse avoir des bonus. Et quel est le statut juridique qui les régit pendant cette période de dépassement des délais de condamnation? Question. Maître, une telle personne, elle a le droit d'intenter ou bien d'intenter un procès contre ceux qui ont violé ses droits? Je réponds à cette question à 2 volets. Le premier volet, l'article 26 bis du Code de procédure pénale donne le pouvoir à cette personne détenue arbitrairement de rédiger une requête, l'adresser au juge de détention qui est le juge de paix, afin d'examiner la régularité de sa détention. Ça, c'est la loi. C'est toute personne qui est détenue de manière arbitraire et se rend compte que cette détention devient arbitraire, il a le droit de faire une requête. On appelle la procédure habeas corpus. Ça veut dire un pouvoir reconnu, parce que généralement, ce que les gens connaissent, c'est que lorsque la personne est détenue arbitrairement, il n'y a que le ministère public, le magistrat du parquet qui l'avait détenu, qui a le droit, n'est-ce pas, de le présenter devant le juge de paix en chambre de conseil pour la régularité ou la régularisation de sa détention. Mais les codes du procédure pénal a innové. Il permet maintenant à la personne détenue, dont les droits à la détention sont violés, les droits des personnes arrêtées sont violés, de faire une requête adressée au juge de paix, au juge de la détention, afin d'examiner, n'est-ce pas, la régularité de sa détention. Mais le deuxième volet, c'est que cette personne qui se rend compte que ses droits sont violés, elle a le droit d'intenter une action. Parce que là, la détention devient arbitraire, en violation de ses propres droits. Et là, le droit d'intenter une action contre l'auteur de cette détention préventive arbitraire. Et le juge pourra examiner cette action et peut la déclarer fondée et par conséquent condamner l'auteur de cette détention arbitraire à des dommages et intérêts. Voilà ce que prévoit la loi. Maître Mardoché, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que Maître a tout évoqué.
D'ailleurs, cette question a fait l'objet d'un plaidoyer. Nous venons récemment de mener un plaidoyer auprès du procureur de Kalamou, de Ndjili ainsi que de Kinkole. Cette question a fait l'objet d'un plaidoyer par rapport à l'article 28 bis 4A que Maître Emery venait de parler. Donc c'est une question que les autorités, je dis principalement les magistrats du parquet, doivent au moins comprendre que ça existe. Ça existe. La personne en dépassement des délais n'a pas nécessairement besoin, au cas où son droit est violé, de passer par le parquet. Si le parquet ne présente pas la personne en chambre de conseil, la personne elle-même a la capacité de rédiger la requête, comme Maître Emery venait de le dire, et de saisir les tripés, sur base de cette disposition de l'article 26 bis 4A. De saisir les tripés pour avoir la solution, soit la libération, soit son dossier soit fixé. Donc c'est vraiment ça, si je pouvais ajouter, mais sinon tout a été épinglé par Maître Emery. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Emery, vous l'avez dit, nous le connaissons aussi très bien, la prison de Makala, elle est pleine de personnes qui ne pouvaient pas normalement être là. Est-ce que vous pensez que la donne peut changer avec les différentes actions que vous menez? Exactement, madame. Il n'y a pas d'action sans intérêt. L'action que nous menons a plus d'intérêt dans la mesure où toutes les détentions préventives arbitraires, constatées, patentes, sont en train d'être traitées, examinées au fond et au besoin régularisées. Les actions que nous menons depuis plusieurs mois ont abouti à plusieurs résultats, notamment la fixation, l'obtention des requêtes aux fins de fixation de plusieurs cas de détention préventive qu'on avait. Il y avait des dépassements de plus de 2 ans, de plus d'une année. Je vous évoque un cas particulier de Ndjili. Il y a eu un moment où presque les archives ont été incendiées au niveau du parquet de grande instance de Ndjili, même le tribunal de grande instance de Kinshasa-Ndjili. Et cette question a été à la base de beaucoup de cas en prison là, de sans dossier. Vous allez trouver une personne qui est là, des années et des années, on ne sait pas, son dossier se trouve où, le numéro du dossier n'existe pas. On a résolu beaucoup de questions comme ça en recourant, n'est-ce pas, aux offices de procureurs près cette juridiction qui a essayé tant soit peu à régulariser la plupart des dossiers. Et nous en félicitons pour ce genre de cas. Ça veut dire ce que nous menons comme plaidoyer au quotidien porte déjà ses fruits. Il y a des cas qu'on régularise, les gens qui recouvrent leur liberté. Il y a des gens qui sont fixés devant les juges naturels. Là aussi, il y a un autre problème. Une chose est de fixer devant le juge naturel, une autre est d'obtenir jugement définitif, n'est-ce pas, en rapport avec les faits lui reprochés. Parce qu'il y en a qui sont fixés devant les juges naturels, des années, la cause reste en suspens, on ne sait pas évoluer, mais la personne est devant les juges naturels, est déjà dans une période juridictionnelle, devant le tribunal. Les juges qui sont en train de connaître son dossier, mais ça connaît un frein et un blocage, des années passent. Là aussi, il y a un plaidoyer à faire pour que le juge fasse célérité. La matière pénale requiert célérité. Quand il y a un dossier pénal, il faut que le juge respecte les délais. Et la personne a le droit d'obtenir l'essor de sa cause dans le meilleur délai possible. Et c'est cela le droit de l'homme. Et c'est cela que nous poursuivons devant les juridictions congolaises. Lorsque le juge est déjà saisi d'un cas, il doit faire célérité, surtout en matière pénale, afin que la personne détenue, qui a déjà passé autant d'années en détention préventive arbitraire, puisse connaître son sort. Il ne suffit pas seulement de fixer l'affaire devant les juges, mais il faut aussi que les juges devant lesquels la cause a été fixée, de faire célérité afin que la personne connaisse son sort. Voilà un peu, de part et d'autre, il y a des actions que nous menons, bien sûr.
il y a quand même un changement, il y a des résultats que nous obtenons, mais les efforts restent à faire encore. À vous entendre parler, vous avez parmi les causes ou bien parmi les responsables des détentions préventives abusives, vous avez plus cité les magistrats. Est-ce que, parce que ce sont eux qui sont plus cités, dans le cadre de votre mission, du travail que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez quand même fait des plaidoyers auprès d'autres personnes censées avoir peut-être de l'ascendance sur ces magistrats pour que des solutions soient trouvées? Merci madame pour la question posée. Je dirais d'autres acteurs clés. Oui, oui, je comprends parfaitement la question. Dans le cadre du projet que nous sommes en train d'exécuter, comme je venais de le dire tout à l'heure, le projet Restore D, c'est la deuxième phase de ces projets. Nous menons des actions sur base des stratégies de plaidoyer. Et les stratégies de plaidoyer que nous mettons en place souvent, ce sont des stratégies qui ciblent plus les autorités judiciaires, n'est-ce pas? Les stratégies de plaidoyer ciblent plus les autorités judiciaires. Mais, car cela ne tienne, nous visons aussi d'autres autorités. Ce n'est pas seulement les autorités judiciaires. Il y a aussi le directeur de la prison centrale de Makala. C'est lui qui garde les détenus. Cette question concerne aussi les directeurs de la prison centrale de Makala. Parce que nous ciblons les directeurs à travers les PG pour observer la détention préventive au niveau de la prison. Vous voyez? Pour observer la détention au niveau de la prison. Parce que c'est là où les détenus sont logés. Et en dehors du directeur de la prison, il y a aussi d'autres acteurs clés. Parce que nous fondons nos actions en regardant plus les autorités qui ont de l'influence. Vous voyez? Les autorités qui sont en mesure de prendre une décision pour que la situation puisse changer. Alors, en dehors des autorités que je venais de citer, il y a aussi l'inspectorat judiciaire des services judiciaires et pénitentiaires. Ils sont à la charge du contrôle du lieu de la détention, de la prison. Ce sont eux qui les contrôlent. Nous les ciblons aussi. Ce sont des autorités à l'avenir que nous ciblons, que nous puissions travailler aussi avec eux pour essayer un peu de voir la situation de la détention abusive au niveau de la prison centrale de Makala. Alors, dans le cadre du contrôle mixte, parce que c'est un contrôle que nous envisageons sur base d'un arrêté, il y a un arrêté sur ça, sur le contrôle mixte des magistrats militaires et civils. La coalition vise à travailler avec l'inspectorat judiciaire des services pénitentiaires pour essayer un peu de mettre ensemble les magistrats civils et militaires pour l'inspection des lieux de détention. Vous voyez, pour l'inspection des lieux de détention, pour essayer un peu de diminuer sensiblement les détentions abusives, principalement au niveau de la prison. Maître, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années, vous avez déjà mené plusieurs actions, oui. Mais certes, il y a des petits changements qui s'observent, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez vraiment changer de stratégie pour plus de résultats? Est-ce que vous comptez le faire comme ça? Est-ce que vous avez d'autres initiatives pour les jours qui viennent? Exactement. Je vais vous dire, c'est comme ça, vous venez de le dire. À chaque fois que nous menons une action de plaidoyer et nous constatons qu'il n'y a pas un changement, nous changeons d'approche. Nous changeons de méthode pour essayer à atteindre les résultats. Alors, il y a une activité que nous menons souvent au sein de la coalition, appelée la réunion de partage méthodologique et d'expertise. C'est un atelier, nous regroupons tous les acteurs de la société civile pour essayer un peu de réfléchir sur la question au cas où nous avons mené un plaidoyer et il n'y a pas eu résultat. Nous changeons d'approche pour atteindre des résultats. Alors, je peux vous confirmer que nous avons changé d'approche. Par exemple, comme je venais de vous le dire, on venait de voir les deux autorités judiciaires, les deux PG et les deux premiers présidents.
des cours d'appel, on a changé de méthode, on a changé d'approche. Parce qu'on ne peut pas aller avec la même approche lorsqu'on n'a pas un résultat. Dès lors qu'il n'y a pas de résultat, on change d'approche. Et je peux vous assurer que si ça ne va pas, nous continuerons toujours de changer d'approche pour atteindre les résultats et diminuer sensiblement la détention abusive. Maître Emery, je veux peut-être terminer avec vous. Nous sommes passés par le temps. Maître Emery, je disais que je vais terminer avec vous dans les prochains jours. Que compte déjà la coalition mener comme action? Merci beaucoup. Notre coalition est très déterminée, si pas en finir avec la question de la torture, d'en diminuer sensiblement, et c'est le devoir de tous. Oui. Les actions de sensibilisation continuent. Nous avons épinglé ici l'ignorance comme cause du recours excessif à la détention préventive arbitraire. Et nous comptons pour cela multiplier les actions de vulgarisation sur le terrain, qu'il s'agisse des acteurs judiciaires, qu'il s'agisse de la population même en soi. Nous avons cette question de l'article 26 bis 4A du Code de procédure pénale, de la procédure appelée corpus, c'est-à-dire tout détenu préventif irrégulier a le droit de saisir le juge de paix afin de régulariser sa détention. Il y a beaucoup de détenus qui ne savent pas ces dispositions. Nous sommes en train de travailler matin, midi, soir pour vulgariser cette disposition légale pertinente qui permettra à tous les détenus, à la majorité des détenus, si pas à tous, de pouvoir faire recours à la loi en mettant en pratique cette disposition légale qui leur permet de s'en passer du parquet. Parce que le ministère public vous maintient dans un état d'irrégularité permanente et vous oblige à y être. Non, la loi contourne cela. Vous devez recourir maintenant à votre pouvoir. Vous écrivez au juge directement, le juge de paix, qui va examiner votre requête. Et le juge n'est pas tenu de respecter la procédure telle qu'enclenchée par l'officier du ministère public. Non, le juge est indépendant. Il peut vous accorder la liberté s'il trouve échec d'accorder la liberté, n'est-ce pas, à un détenu irrégulier. Donc nous comptons continuer ce travail que nous faisons déjà depuis des années, vulgariser les codes de procédure pénale, toutes les dispositions protectrices de droits d'une personne détenue. Nous continuons à vulgariser pour, n'est-ce pas, parce que la loi même, la Constitution n'est censée ignorer la loi, c'est une disposition constitutionnelle, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est pour permettre à ce que la population qui nous suit, tous nos téléspectateurs qui nous suivent, comprennent qu'il y a lieu à ce que toute personne qui a le droit, de la même manière, d'être protégée dans la détention, elle a aussi des droits d'en revendiquer le respect de ses droits pendant la détention. Ça veut dire simplement que ce n'est pas parce que vous avez commis une infraction, que ce n'est pas parce que vous êtes escroc, ce n'est pas parce que vous êtes voleur, ce n'est pas parce que vous êtes, n'est-ce pas, violeur, que vous méritez d'être traité de n'importe comment pendant la détention et que vous méritez la détention. Non. Il y a le respect du délai de la détention. Il y a la question des traitements même pendant la détention. La loi parle de la fuite à craindre. La loi parle de l'identité douteuse, de l'adresse qui est douteuse, des indices sérieux, des culpabilités. Voilà quelques conditions énumérées par la loi pour qu'une personne soit détenue préventivement. Mais aujourd'hui, quelqu'un est responsable des familles, sa fuite n'est pas à craindre, l'identité est connue, l'adresse connue, et il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité. Mais les juges, les magistrats, l'OPJ met la main sur la personne, peut-être pour soutirer cette personne de l'argent, peut-être pour faire du mal à cette personne et à sa famille, peut-être pour pouvoir, n'est-ce pas, s'enrichir illicitement. Et c'est cela que nous dénonçons, c'est le travail que nous faisons. Nous informons toute la population de pouvoir faire recours aux instruments juridiques garantis. Toute personne est égale devant la loi. L'égalité pour tous. Toute personne est née libre et égale.
tous les hommes sont nés libres et égaux, en dignité et en droit. Nous avons tous les mêmes droits. Que vous soyez magistrat, simple citoyen, que vous soyez, n'est-ce pas, de n'importe quelle classe sociale, on est tous égaux devant la loi. On est égal tout devant la loi et on doit avoir, n'est-ce pas, on a droit au même traitement parce qu'on a la même dignité en tant qu'être humain. Et donc le recours excessif à la détention arbitraire, c'est une violation flagrante des droits de la personne humaine. Toute personne a droit, en cas de violation de ses droits, de recourir aux instruments juridiques internationaux et nationaux garantissant le respect de ses droits, que ce soit en détention, que ce soit en liberté. Nous avons dit. Bien, merci, maître. Emery. Merci beaucoup, maître Emery. Un dernier mot, peut-être avec vous, maître Mardoché. Oui. Merci. La coalition contre la torture est déterminée pour contribuer à la prévention et à la lutte contre la torture en République démocratique du Congo. Nous continuerons toujours de travailler pour voir un changement, pour que la situation puisse changer, qu'il y ait au moins diminution sensible de cette question de la détention abusive dans les milieux carcéraux, principalement à la prison centrale de Makala, où il y a beaucoup de détenus qui sont irrégulièrement détenus, mais qui sont en train de subir tout ce qu'ils peuvent subir. La coalition est déterminée, nous travaillons là-dessus, nous avons des cas avec nos partenaires, parce que nous travaillons avec plusieurs partenaires. Nous travaillons ensemble, il y a des partenaires qui travaillent sur la question de la prison. Nous aussi, nous travaillons là-dessus. Nous identifions les détenus en situation irrégulière et nous menons les actions et les plaidoyers. Nous continuerons toujours et toujours à la faire pour voir la situation puisse changer et s'attendre, bien sûr, à un état de droit en République démocratique du Congo. Merci, c'est par ces mots donc de maître Mardoché Mvudila que nous mettons un terme à ce magazine. Je rappelle qu'il était consacré à la détention préventive abusive. Maître Emery Mutanda et maître Mardoché Mvudila étaient de l'autre. Grand merci à vous qui nous avez suivis.